podcast Binge Audio. Ce n'est pas très courant, mais ça arrive. Imaginez, vous avez une petite trentaine, un projet d'enfant, mais qui a du mal à se concrétiser. Une visite chez le gynécologue, quelques examens, et là, le verdict tombe, ménopause précoce. C'est ce qui est arrivé à Aline, qui va nous raconter son histoire. Sans trop spoiler, je peux vous dire que ça se termine bien, puisqu'aujourd'hui, il y a un petit garçon de 4 ans, arrivé malgré le diagnostic médical pour le plus grand bonheur de ses parents. La ménopause précoce, c'est un peu la double peine. Un projet d'enfant qui se complexifie terriblement et des symptômes de la ménopause 15 ans, parfois 20 ans avant la moyenne habituelle, qui est, je vous le rappelle, à 51 ans. Micheline Mizrahi-Abadou, médecin, professeure de biochimie et biologie moléculaire à Paris-Saclay et spécialiste de l'infertilité chez la femme, est également avec nous. Elle va nous expliquer le versant médical de la ménopause précoce, comment la détecter, quel traitement suivre et si l'on peut quand même espérer avoir un enfant. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Claire. Alors d'abord, Lynn Rifaï, j'aimerais que tu nous racontes comment tu as découvert que tu étais ménopausée à la trentaine. Au début de la trentaine, Claire, j'ai voulu avoir un enfant avec mon conjoint. J'ai donc arrêté la pilule et les règles donc, sont revenues normales jusqu'à ce que je commence au bout de 2-3 mois à avoir des sueurs nocturnes. Je me disais, mais la couette est trop chaude. Je me retrouvais parfois donc à enlever le pyjama, à me demander mais pourquoi j'ai mal dormi, pourquoi j'ai chaud. Et puis, parallèlement, il y avait ce désir d'enfant, donc ces tentatives qui n'aboutissaient pas. Donc, mois après mois, j'avais les règles qui arrivaient, mais de manière un peu chaotique. Donc, des cycles trop courts, ensuite des cycles trop longs. Pendant 2 mois, pas de règles. Donc, je faisais des tests de grossesse et puis c'était négatif. Les règles venaient juste après. Je me disais, est-ce que c'est une grossesse nerveuse ? C'est dans la tête. Donc, il y a cette autoculpabilisation des femmes que j'ai appliquée sur moi énormément et qui a fait que je n'ai pas tout de suite cherché de cause, je n'ai pas tout de suite cherché à comprendre ce qui se passait. Oui, pour toi, c'était un problème d'infertilité. Tu Même pas au début. Pendant causes. 1 an, je me disais, ça va venir, tu stresses trop, c'est dans ta tête. Et puis, au bout d'1 an, je me dis, non, il faut quand même consulter. Donc, je retourne voir la gynécologue que j'avais vue avant l'arrêt de la pilule pour lui dire, on a ce projet d'enfant. Et là, donc, je ressors avec une batterie de tests à faire pour mon conjoint et moi-même. On commence par la prise de sang. Et là, le résultat montre une réserve ovarienne très faible, une AMH à 0,2. C'est quoi une AMH ? Alors, c'est l'hormone antimullérienne qui est un marqueur de la réserve ovarienne. D'accord. C'est-à-dire qu'on est toutes avec un stock d'ovocytes donné et qui va, au fur et à mesure de la vie, diminuer jusqu'à s'épuiser au moment de la ménopause. Donc là, le test n'est pas bon. Le test n'est pas bon. 0,2, alors que d'habitude, quand tu as une prise de sang, tu regardes les fourchettes. parenthèses, voilà, la fourchette. Oui. Et là, je voyais la fourchette pour une femme de mon âge entre 2 et quelques et 6 et quelques. Ah oui. Et moi, je vois 0,2. Et je suis dans le déni, parce que je me dis, ce n'est pas possible, il y a une erreur. 33 ans, une AMH à 0,2, d'autres marqueurs aussi qui n'étaient pas bons, donc d'autres aussi dosages hormonaux qui n'étaient pas bons. J'essaie de reprendre rendez-vous avec cette gynécologue et son secrétariat me répond, prenez rendez-vous dans 3 mois et faites donc une nouvelle prise de sang et faites une échographie. Et là, je me dis, j'ai pas le temps d'attendre, parce que si c'est vrai, parce qu'entre-temps, je me suis renseignée comme j'ai pu. Si c'est vrai, cette réserve ovarienne, elle ne va pas se reconstituer du jour au lendemain. C'est fini. Donc, le temps presse. Je vais voir un autre médecin, spécialiste en infertilité, qui cette fois-ci pose le diagnostic. Oui. Il y a infertilité, donc il fait les papiers pour la sécurité sociale. Il y a infertilité avec une AMH à 0,2. Il parle d'insuffisance ovarienne précoce, pas parce qu'elle est déjà déclarée, il n'y a pas un arrêt de règle totale, mais parce qu'elle est potentiellement proche, c'est-à-dire que il n'a jamais employé le mot ménopause, mais je comprends que le stock restant est très faible. Cependant, on peut peut-être faire quelque chose. Alors, tu vas nous raconter dans un instant quel parcours du combattant tu as suivi pour avoir ton enfant, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, il y a un petit garçon de 4 ans. Micheline Mizrahi-Abadou, vous permettez que je vous appelle Micheline ou vous préférez professeur ou... Alors, vous avez dirigé, je le précise avec Boris Cyrulnik, un livre collectif passionnant, intitulé « Nouvelle fertilité, nouvelle famille, nouvelle humanité » aux éditions Odile Jacob. Et précisément, vous écrivez un article sur l'IOP. Alors, l'IOP pour... Insuffisance ovarienne prématurée. Alors, c'est quoi la définition ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, la définition de l'insuffisance ovarienne prématurée, qu'on appelle aussi IOP, est très simple. Elle repose sur 3 choses. Ce sont des femmes qui ont moins de 40 ans, qui ont une absence de règles ou des règles très espacées, supérieures à 4 mois. Et à ce moment-là, on fait un dosage de l'hormone FSH, on s'aperçoit qu'elle est très élevée, supérieure à 25 unités internationales. La ménopause précoce, c'est différent. Ce sont des femmes donc qui ont entre 40 et 44 ans et qui vont développer effectivement des signes de ménopause avec un arrêt des règles, une FSH très élevée. Et cet intervalle d'âge définit la ménopause précoce. La ménopause normale, je le précise, elle est très variable chez des femmes normales. Elle va de 45 à 58, 59 ans. Donc il y a c'est pour ça que je parlais de la ans. moyenne de 51 ans. Voilà, la moyenne étant environ de 51 ans. Donc voilà. Mais pour préciser, parce que, alors ménopause précoce, si je comprends bien, on n'en parle qu'à partir de 40 ans. Mais Lynn, ce qui lui met la puce à l'oreille, c'est les symptômes que tu avais, n'est-ce pas? Des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur. Donc là, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment tu réagis? Au début, je ne réagis pas. Je me dis, oh, j'ai chaud cette nuit-là. C'était d'abord surtout, oui, les sueurs nocturnes, les règles espacées, les cycles trop courts et l'absence de grossesse. Tout ça cumulé, mais à aucun moment je me dis, ça peut être une insuffisance ovarienne précoce ou une ménopause proche, pour pas dire précoce. Et c'est au moment où j'ai les résultats de la prise de sang, avec l'AMH, mais aussi effectivement la FSH et tous les autres dosages sanguins, on voit que je ne suis pas loin de la ménopause, que la réserve ovarienne est faible, que les chances d'obtenir une grossesse sont faibles. Pourtant, un deuxième médecin donc, que j'ai consulté m'a un peu rassurée en me disant « c'est difficile ». Mais ça ne sera sans doute pas impossible. Parce que d'ailleurs, il y a des chiffres, je crois, professeur, à propos des grossesses dans les cas d'IOP qui sont de l'ordre de 5% ou autre. Il y a une étude donc, de la Haute Autorité de Santé là-dessus. C'est que parfois, les règles reviennent et parfois, il y a des probabilités de grossesse spontanée. Donc, à ce moment-là, le médecin me dit, on va juste surveiller l'ovulation, parfois donner un petit coup de pouce avec une stimulation ovarienne et on va voir si vous répondez et si on arrive à obtenir une grossesse. Et là, c'est là qu'on s'engage dans une PMA, on va dire soft, parce qu'on ne passe pas par la case FIV, parce que quand on est dans ce cas-là, on ne peut pas faire de FIV. D'accord, et tu vas nous expliquer pourquoi dans un instant, mais juste, vous parlez toutes les deux de réserve ovarienne. Professeur Misreya Badou, il faut rappeler que chaque bébé-fille naît avec une réserve ovarienne. Et que la ménopause intervient quand cette réserve est épuisée. Enfin, pardonnez-moi si je... Absolument, si mais je suis un c'est peu trop exactement ça. Donc la grande différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme va produire ce qu'on appelle des cellules germinales, donc des spermatozoïdes tout au long de sa vie. D'accord ? Enfin, ça diminue quand même en fin de vie, évidemment. La femme, au contraire, elle naît avec un capital d'ovules. Disons qu'au 7e mois de la grossesse, il y a à peu près 7 millions de ces ovules qui sont formés. C'est fou. À la naissance, il en reste 1 à 2 millions. D'accord. À la puberté, quand tout devrait commencer, il en reste 400 000. Donc, vous voyez que la chute, elle a été quand même très importante. Et si on compte le nombre de follicules, finalement, qu'on va ovuler dans une vie, disons que si une puberté est à 12 ans et que la ménopause est à 50 ans et qu'on fait une ovulation par mois, etc., on s'aperçoit qu'on va ovuler 400 à 500 fois. C'est-à-dire que les 400 000 ovules que vous avez à la puberté, ils sont détruits en très grande majorité par ce mécanisme d'autodestruction qu'on appelle atrésie et qu'on ne connaît pas bien. Donc, il faut savoir que ces ovules, ils ne se divisent pas. Ils ne se refabriquent pas, on ne peut pas augmenter ce stock de follicules. Et donc, cette cellule qui a été fabriquée pendant la vie anténatale, avant la naissance, elle va vivre 50 ans en moyenne sans se diviser. Donc, elle va être soumise à des tas d'agressions. Agression par le métabolisme, agression de son ADN, agression par ce qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène, etc. Et c'est ça aussi qui fait que progressivement, le stock, qui n'est pas réparable, va se détériorer. Et simplement, sur cette insuffisance ovarienne prématurée, est-ce qu'on connaît l'origine? Est-ce que c'est génétique, toi, Lynn? Est-ce que tu as retracé un petit peu le pourquoi tu étais frappée par cette IOP? Alors, je me suis intéressée à cela, j'ai enquêté. J'ai découvert que ma mère avait été ménopausée à 42 ans. Ah oui. Donc,
ce n'est pas vraiment une IOP, mais c'est une ménopause qui reste précoce. Et ma mère, c'est une scientifique, elle est docteure en pharmacie et elle est pharmacologue. Mais à aucun moment, elle n'a fait le rapprochement entre cet arrêt assez tôt des règles et une éventuelle ménopause précoce. Peut-être aussi à cause des tabous de la société, qui fait qu'une femme, même scientifique, qui a des connaissances en la matière, ne fait pas le rapprochement. Oui, et n'en parle pas forcément à sa fille, et d'ailleurs. Voilà. Ni à sa fille, ni à son conjoint, ni à personne, tu as raison je de pense. Le souligner. Et c'est pour la première fois qu'elle avait soulevé cette question, et j'ai fait le rapprochement. Donc, souvent, on demande aux femmes d'informer leurs filles si elles ont eu une ménopause précoce, parce que c'est souvent héréditaire. En revanche, en ce qui concerne les causes, on ne sait pas trop. Je me suis penchée un peu sur les recherches. Il y a des recherches qui commencent, mais elles sont assez limitées. C'est vrai ça, si ma mère est ménopausée précocement, j'ai des chances de l'être aussi? Voilà. Donc, toute femme aimerait pouvoir prédire l'âge de sa ménopause. Or, il n'y a aucun marqueur à l'heure actuelle qui permet de le prédire. Même le fameux AMH que tout le monde dose, c'est un reflet indirect de cette réserve ovarienne. Et donc, ça ne donne pas vraiment une idée très précise de la réserve ovarienne. Ça ne permet pas de prédire l'âge de la ménopause et ça ne permet même pas de prédire une grossesse. Donc, on n'a pas de marqueur. Par contre, ce qu'on sait depuis très longtemps, c'est que l'âge de la ménopause est influencé très fortement par la génétique. Effectivement, des études de jumeaux monozygotes ont montré qu'il y avait une concordance très forte entre les deux jumeaux. Quand il y a des familles, effectivement, la mère a une ménopause précoce ou une insuffisance ovarienne, bon, à ce moment-là, elle ne peut pas avoir d'enfant, mais une ménopause précoce, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a jusqu'à 85% de concordance avec l'âge de la ménopause de la fille. Donc, un très bon critère, c'est de demander tout simplement l'âge de la ménopause de sa mère pour savoir un petit peu dans quel âge, finalement, on va se situer pour sa propre ménopause. Encore faut-il qu'elles s'en souviennent, parce que parfois, les mamans, elles disent « Oh là là, je ne me rappelle pas. » Oui, c'est ça. Moi, c'était la mienne, en tout cas. Et ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a un tabou, surtout pour des personnes plus âgées. On n'en parle pas, on ne parle pas de ces choses-là. Et donc, effectivement, souvent, on ne connaît pas l'âge de la ménopause. Et dans le cas de la ménopause précoce, est-ce qu'on sait pourquoi ça s'arrête plutôt que la moyenne, en fait ? Eh bien, dans le cas de l'insuffisance ovarienne primitive, il y a des causes qui sont assez évidentes. Prenons quelqu'un qui a un cancer, on va la traiter avec de la chimiothérapie. Eh bien, la chimiothérapie peut détruire ces ovules. Donc, on fait une préservation de la fertilité avant la chimiothérapie si elle est toxique. On va prendre des fragments d'ovaires ou on va stimuler, on va congeler des ovocytes pour éviter justement que la personne soit stérile. Mais si on n'a pas de maladie ? Quels sont les facteurs qui font qu'il y a des IOP ? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les causes d'une chirurgie des ovaires, etc. Ensuite, il peut y avoir des problèmes infectieux. On a eu une infection virale avec une ovarite. Donc, ça peut effectivement entraîner une destruction des ovaires et on peut avoir une insuffisance ovarienne. On peut avoir des maladies associées. C'est pour ça que, moi, je dis toujours, vous allez voir le gynécologue, c'est très bien, mais il faut aller voir le généraliste. Parce que si vous avez une maladie de la thyroïde, de la surrénale, une pathologie auto-immune, eh bien, ça peut aussi entraîner une insuffisance ovarienne. À ce moment-là, on a la cause. Le diabète, un certain nombre de maladies qui sont sévères peuvent entraîner également une insuffisance ovarienne. Il y a des maladies métaboliques et si on traite la cause, à ce moment-là, on pourra traiter l'insuffisance ovarienne. Alors, Lynn, il se trouve que tu es devenue une spécialiste de la ménopause précoce parce que ta profession, tu l'as dit tout à l'heure, c'est journaliste. Et donc, tu as fait un énorme travail de recherche sur le sujet. Pourquoi ? Parce que tu trouvais qu'il n'y avait pas assez d'infos ? Oui, parce que je me dis, moi qui baigne dans le milieu de l'information, qui écoute les émissions, qui lit la presse, je n'en avais jamais entendu parler. Ni de la réserve ovarienne, ni... Peut-être qu'on l'a entendu parler à l'école et ça a été oublié parce que c'est pas répété dans la vie de tous les jours. Donc, je n'avais pas cette information-là et je me suis dit, je dois aller à la recherche de cette information-là. Il n'y a aucun livre sur le sujet. Il y a des livres sur l'infertilité, il y a des livres sur la ménopause. Aucun sur la ménopause précoce et l'IOP. Ce que j'ai découvert aussi, alors au travers de mes lectures et interrogations, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, on ne découvrirait pas plus de cas d'IOP parce que les femmes ont leur grossesse plus tard ? C'est-à-dire que de nombreuses femmes qui, dans d'autres circonstances, en ayant leur enfant à 28, 30 ans ou même avant, 25, auraient ignoré
qu'elles avaient une IOP ou une ménopause proche. Et le fait d'avoir ce désir d'enfant à 32, 33, 34 ans fait qu'on se rend compte qu'au fait, la réserve ovarienne, elle est proche de la fin. Parce qu'au final, comme vous le disiez, professeur, la réserve ovarienne, on est avec. Il y a des facteurs extérieurs qui vont entraîner sa détérioration. Il y a les facteurs héréditaires. Et parfois, on peut se poser la question, est-ce qu'on découvre davantage ou se rend compte davantage de cas, pas forcément donc à cause des facteurs environnementaux, mais juste parce que les femmes ont leur enfant plus tard et parce qu'il y a aussi, deuxième facteur que certains médecins m'ont mentionné, la fertilité masculine baisse et elle n'est plus là pour compenser la baisse de la fertilité féminine. Bon, alors, il faut essayer de classer un peu tout ça. Donc, on a fait une étude de près de 400 femmes qui ont une insuffisance ovarienne prématurée. Et effectivement, on a trouvé, quand on avait éliminé ces causes relativement bien connues et fréquentes, eh bien, on a retrouvé 30% de causes génétiques. Et donc ça, c'est très important parce que, effectivement, avec ces gènes, on va pouvoir donner un pronostic de fertilité. Alors, je le dis très fort pour les auditrices, toutes les femmes à qui on dit qu'elles ont une IOP n'ont pas de ménopause, forcément, c'est-à-dire qu'elles peuvent très bien avoir un stock d'ovules dans les ovaires, parfois très important, mais s'il y a un blocage de la croissance, ces ovules, ils ne vont pas rentrer en croissance. Et ça, c'est vraiment très important, donc elles ne sont pas ménopausées. Et on a calculé que 60% des femmes en IOP, comme vous d'ailleurs, vous n'aviez pas une ménopause, vous aviez une diminution de la réserve ovarienne, mais ce n'était pas une ménopause, ce n'était pas un effondrement. Et l'AMH, je le répète, n'est qu'un reflet très indirect de cette réserve ovarienne. Donc c'est important de ne pas dire aux femmes en IOP tout de suite, madame, vous êtes ménopausée. Ce n'est pas vrai, dans plus d'un cas sur deux, elles ne seront pas ménopausées. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut développer des nouveaux traitements pour fournir de l'énergie, s'il en manque, d'accord, pour pouvoir stimuler chez ces femmes la croissance folliculaire en mettant au point des nouveaux médicaments, etc. Donc, on a déjà l'idée de cible de nouveaux traitements. Toi, le terme ménopause précoce, il a été utilisé ? Jamais. Jamais. C'était IOP, insuffisance ovarienne. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai essayé donc d'avoir une grossesse. Et donc, le médecin a proposé une stimulation ovarienne suivie d'une insémination artificielle avec sperme du conjoint. Et on a tout de suite obtenu une grossesse. Tout de suite. Alors que pendant 1 an et demi, il n'y avait pas de grossesse. La première tentative a mené à une grossesse qu'on a dû arrêter à 2 mois et demi de grossesse parce qu'il y avait un diagnostic de trisomie 21 et qu'on a pris cette décision très difficile. Ah oui, dis donc, l'ascenseur émotionnel, j'imagine. Voilà. Après cela, donc, on a mis ça aussi un peu sur le compte, et je ne sais pas si c'est vrai, mais sur le compte des ovules qui seraient plus vieux que la moyenne du fait d'une réserve ovarienne très faible. Donc, au fur et à mesure que la réserve ovarienne diminue, eh bien, la qualité aussi et la quantité des ovocytes, elle diminue. Ouais. Donc, est-ce que ça serait lié ? On ne sait pas. Et alors explique-nous, parce que tout à l'heure tu disais j'ai pas pu faire de FIV, je suis passée directement à l'étape PMA. Est-ce que tu peux expliciter ça pour celles qui sont pas trop très au fait ? PMA, c'est le terme généraliste pour dire procréation médicalement assistée. On dit aussi, plus dans les milieux médicaux, AMP, assistance médicale à la procréation. Oui. Ça désigne toutes les aides médicales pour aider un couple à obtenir une grossesse. Après, le plus simple, on commence step by step. Le plus simple, c'est la stimulation ovarienne. Donc, on a des piqûres pour encourager, on va dire, l'ovulation, faire grossir les ovocytes. Après, ça peut être suivi ou pas d'une insémination artificielle, donc avec notamment les spermes du conjoint si le conjoint n'a pas de problème. L'étape au-dessus, c'est la FIV, c'est-à-dire qu'on va booster davantage les follicules pour tenter de les faire grossir. On va à la fin les prélever le maximum possible, donc 15, 20, etc. Et ensuite, on les fait féconder en extérieur, fécondation in vitro, puis on choisit 1 ou 2 qui sont les meilleurs, et là, on les insémine, on les implante. Alors moi, dans mon cas, on ne pouvait pas avoir l'étape FIV, fécondation in vitro, parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez de follicules, donc pas assez pour les faire grandir, pas assez pour faire un traitement important. Donc, on a fait la première étape que l'on fait, c'est-à-dire stimulation ovarienne. On a stimulé les follicules au début du cycle en faisant un monitoring avec des prises de sang et des échographies. Et au moment de l'ovulation, il y a donc cette insémination qui a conduit donc à une première grossesse.
Et ça, juste pour qu'on sache, c'est proposé gratuitement pour les femmes dans ton cas, l'aide à la procréation, justement, Alors de cette oui, nature? à partir du moment où on a un diagnostic d'infertilité qui est posé, on a une prise en charge jusqu'à 43 ans, je crois. Je ne sais pas si ça a changé. Une prise en charge jusqu'à 43 ans de la part de l'assurance maladie. Et donc, tous les frais sont pris en charge, donc tant qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Et ça a été compliqué ensuite, parce que tu dis que cette première grossesse qui devait être une joie pour toi et ton conjoint, malheureusement, n'a pas pu aboutir. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je n'ai pas eu de retour de règles après cette interruption médicale de grossesse pendant 2 mois à peu près. Et en même temps, je commençais à avoir des bouffées de chaleur en plus et des sueurs nocturnes. Alors, les sueurs nocturnes, j'en avais eu avant. Les bouffées de chaleur, c'est-à-dire avoir chaud puis froid soudainement dans la journée, alors que tout le monde vit de manière normale, ça, je n'avais jamais connu. Et là, ça devenait handicapant. Et puis, le sommeil s'était arrêté. Je ne dormais plus. Pendant 2 mois, je ne dormais pas. Et là, je suis retournée voir le gynécologue. On a refait les bilans sanguins, dont la fameuse AMH qui était passée à 0,01. Et toujours pas de règles. Donc, le médecin m'a donné un médicament à base de progestérone pour faire repartir le cycle. Et en même temps, des patchs d'œstrogène. Donc, j'ai eu des patchs d'œstrogène et ce médicament. Et mes règles sont revenues. Quand mes règles sont revenues, donc je me suis dit, ça va revenir à la normale. Sauf qu'après, au bout d'un mois, les règles ne revenaient pas. J'étais très fatiguée. J'avais des nausées. Je refusais de faire un test en me disant, non mais, c'est pas possible. Voilà, mon AMH est à 0,01. Et puis j'ai fini par faire un test de grossesse qui était positif. Une prise de sang qui montrait une hormone de grossesse extrêmement élevée. On était à plus de 13 000 en bêta-HCG. Donc, j'étais enceinte de plus de 3 semaines. Et j'envoie un message au médecin, il était aux anges. Moi, je me suis dit, allez, j'ai une émission à faire, une émission de débat, 3 personnes autour de moi, etc. Donc, je la fais, je sors, je passe aux toilettes. Et là, j'ai du sang qui coule. J'étais en train de faire une fausse couche. Oh là là. Donc, deuxième grossesse, fausse couche. Bon. Là, le médecin me soutient, il me donne la prise de sang à faire pour vérifier que c'est bien une fausse couche, c'est-à-dire que la bêta-HCG s'est bien écroulée, c'était bien le cas. Et il me dit, bon, on perd pas espoir quand même. On va bien finir par trouver un bon ovocyte qui est, on va dire, fonctionnel. Et toi, tu étais dans quel état d'esprit? Tu Moi, croyais ou tu croyais plus? Non, j'étais très mal parce que le matin même, je découvre au miracle que je suis enceinte sans aide médicale, on va dire. Et le soir même, je perds cette grossesse. Donc, c'était très, très dur à vivre. Mais on a continué à essayer. S'en est suivi, au bout de 3 mois à peu près, une autre insémination artificielle. Et cette fois-ci, elle a abouti à une grossesse. Alors, je dis au bout de 3 mois parce que les cycles étant chaotiques, on ne pouvait pas faire tout de suite. Il y a des cycles où on ne pouvait faire aucune tentative. Il n'y avait pas d'ovulation, il ne se passait rien. Donc, au bout de 3 mois, tentative, qui donne une nouvelle grossesse, qui donne une nouvelle fausse couche, mais différente. Donc, sans perte de sang, mais juste un embryon qui ne grossit pas suffisamment. Donc, pendant 2 mois, on était, il grossit, mais pas assez. Le battement cardiaque évolue, mais pas assez. Donc, 3e grossesse qui se termine. 4e grossesse au milieu de l'été, donc à peu près 4 mois plus tard, 5 mois plus tard, qui était 1 an jour pour jour après la première interruption médicale de grossesse. Là aussi, fausse couche, au bout d'1 mois à peu près. Allez donc, faut avoir les nerfs bien accrochés. Voilà, quand même, c'était des montagnes russes pendant 2 ans. Et finalement, après toutes ces analyses, il y a une grossesse, mais qui aboutit. Mais ce qui est important, c'est que le jour où on va voir le médecin pour avoir ce bilan génétique, il nous dit, bon, attendez 3 mois avant de recommencer une grossesse, parce que là, on va vous donner les bons compléments alimentaires, le bon acide folique, etc. Et ce que je ne savais pas, c'est que ce jour-là, j'étais déjà enceinte, donc d'une grossesse spontanée, enceinte de 2 jours. Et donc, au bout de 2 semaines, j'envoie un mail au médecin en m'excusant d'être encore enceinte. 5e grossesse en moins de 2 ans et une grossesse qui cette fois-ci va aboutir en plein Covid. Tu t'excusais quoi. Oui, je m'excusais de faire ce parcours de combattant pour avoir un enfant. Je m'excusais d'avoir une nouvelle grossesse spontanée alors que je devais attendre 3 mois pour essayer d'éviter une fausse couche. Ça a dû être terrible quand même tout ce que tu as traversé, mais c'est vrai que professeur Misreya Badou, on aime bien dans Chaud dedans regarder les choses quand même avec optimisme et un diagnostic de ménopause précoce, je continue à appeler comme ça, pardon, mais c'est compatible avec une maternité. C'est arrivé à Aline.
Non, mais bien sûr. C'est-à-dire ça existe. qu'en préménopause, on peut tout à fait être enceinte. Donc, on dit aux femmes de continuer à prendre éventuellement une contraception. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Mais j'insiste sur 2 choses. Donc, pendant toutes ces périodes-là, vous n'étiez pas ménopausée. La preuve, vous avez ovulé, vous avez eu des grossesses. Alors, ce qui vous manquait à l'évidence, c'était un bilan génétique. D'abord parce que votre mère a eu aussi... il y a 2 cas dans la famille. On peut considérer là que c'est quand même une insuffisance ovarienne prématurée familiale, même si elle a 42 ans. Quand il y a 2 cas dans la famille, on dit c'est quand même une IOP familiale. Donc, vous aviez des signes de préménopause, des bouffées de chaleur, etc. Alors, je vous demande si vous avez des sœurs, parce qu'il faut absolument détecter, faire un bilan chez les sœurs adultes pour savoir si oui ou non elles ont également éventuellement des signes d'insuffisance ovarienne. Ça, c'est vraiment très important. Et là où vous avez de la chance, c'est que vous étiez au moment où vous aviez un désir de grossesse. Donc, vous avez pu, pendant cette période-là, finalement, de préménopause, essayer d'avoir des enfants et finalement réussir. Mais le fait de faire toutes ces fausses couches, etc., c'est évident qu'il faut faire un bilan génétique et ce n'est pas le gène MTHFR qui est responsable de ça. Quand on ne sait pas quoi faire, on dose ce gène. Mais voilà, c'est toujours bon de prendre des compléments alimentaires, mais ce n'est pas une cause. Donc voilà, maintenant, il y a des causes génétiques d'insuffisance ovarienne prématurée. Je vous dis qu'on en a trouvé 30% quand une IOP est inexpliquée. Il y a des causes génétiques de fausses couches récidivantes. Est-ce que votre mère aussi avait fait des fausses couches ? Ça, c'est un point important. Elle en avait fait ? Oui, plusieurs. Voilà. Donc, en fait, ce sont des fausses couches. C'est une insuffisance ovarienne prématurée familiale avec des fausses couches répétées familiales. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'indication d'un bilan génétique. C'est caricatural. Et j'ai une question, justement, si on sait que sa maman est passée par là, etc. Est-ce qu'il y a des tests à faire pour anticiper ? Est-ce qu'il y a des tests sanguins ? Est-ce qu'il y a... Eh bien, comme je l'ai avant, dit... quand on a, je sais pas moi, 25, 30... Parce que, du coup, après, si on a des difficultés à venir, on peut peut-être anticiper congé ovocyte, que sais-je, faire quelque chose, essayer de faire quelque chose. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Donc, si elle avait su, mais elle ne savait pas, que sa mère avait fait une ménopause précoce, là, on est dans la période 40-44. Effectivement, à ce moment-là, il aurait fallu se faire suivre et dès qu'il y avait des troubles des règles, parce qu'il faut quand même que si vous avez des règles très régulières, etc., c'est que ça va bien, mais à la moindre alerte, il faut faire un bilan hormonal pour s'assurer effectivement que vous n'êtes pas dans cette situation-là. Mais si on est sous pilule, mais on ne voit pas. Du coup, si oui, on a des cycles irréguliers... Non, mais là, c'est vraiment la faute. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la pilule avant d'avoir fait un bilan complet. Parce que tout le monde ça fait ça, a caché l'ensemble des symptômes. Il y a des médecins qui donnent la pilule aux femmes qui ont des troubles des règles en disant « Ah maintenant, vous avez des règles régulières. » Moi, j'ai pas fait un bilan. Je me souviens pas avoir fait un bilan complet avant qu'on me prescrive la pilule. Il faut être sûr qu'on a des règles régulières, s'assurer qu'il n'y a pas d'autres pathologies. Et voilà. Mais c'est pas la pilule qui vous a donné tous ces troubles. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que je m'en suis rendu compte au moment... Oui, je sais bien que vous ne l'avez pas dit, mais je le dis parce qu'il y a un certain nombre d'auditrices qui le pensent et qui ne prennent donc pas de contraception. Et là, on est dans des problèmes inverses. Oui. Du coup, après ta grossesse, tu m'as expliqué que tu as pris un traitement hormonal Tout à fait. De substitution. Très peu de temps. Ça t'a fait quoi ? Ça doit être bizarre d'être ménopausée, jeune maman en même temps. Oui, c'est vivre ce que je décris comme vivre sa ménopause en plein postpartum. Oui, donc. Donc, c'est-à-dire qu'après ma grossesse, je n'ai pas eu de retour de règles. Enfin, j'ai eu une fois un retour de règles et puis plus rien. J'ai vu le médecin plusieurs mois après et il m'a fait une échographie. Il a vu qu'il ne se passait rien, on va dire, qu'il n'y avait pas d'ovulation, pas de cycle, etc. Et en même temps, j'avais des sueurs nocturnes très importantes, quelques bouffées de chaleur. Il m'a dit « on ne peut pas vous laisser comme ça ». Et il m'a prescrit donc un traitement hormonal de substitution, donc pour avoir des hormones qui se substituent à ces hormones que mon corps ne produit plus. Et donc j'ai commencé à 36 ans, un traitement hormonal substitutif à base donc d'œstrogène et de progestérone. Bah oui. Dans un premier temps, c'était des comprimés d'œstrogène
et donc de la progestérone le soir 12 jours par mois pour ensuite avoir ce qu'on appelle des fausses règles ou des règles pour avoir l'impression de vivre de manière plutôt normale. Et puis après, on est passé au gel d'œstrogène avec la prise en continu de la progestérone et donc l'arrêt total des cycles. Mais ça veut dire que Lynn, elle a pris un traitement hormonal 10 ans avant tout le monde, en fait. Oui. Et comme en général, on dit qu'il ne faut pas que ça dure non plus 20-30 ans, c'est un problème. Oui, mais elle a plus de production d'estrogène et de progestérone à un âge jeune. Et donc, tous les effets bénéfiques des estrogènes sur l'ensemble du corps, ça joue pas seulement sur l'utérus, donc ça joue sur les os. D'accord. Si on les prend pas, on a une ostéoporose. Sur le système cardiovasculaire, si on les prend pas, on va avoir des maladies cardiovasculaires. Sur le système nerveux, d'accord. Mais elle va pas devoir arrêter à 50 ans ? Ben non, elle va pas arrêter. Donc elle va faire un traitement de plus de 15 ans. Alors, elle a pris 2 types de traitements. Elle a pris un traitement oral qui est en même temps contraceptif, puisque même dans l'IOP, on sait qu'on peut avoir 5% de grossesse, d'accord ? Même lorsqu'on n'a plus du tout ces règles et qu'on a une IOP qui est installée, il y a 5% de cas de grossesse. Et je pense que c'est en lien avec des causes spécifiques qui ne détruisent pas la réserve ovarienne, justement, elle est là. Mais simplement, par exemple, il y a un blocage de la croissance des follicules. Donc, avec un certain type de cause, donc voilà, on peut avoir une grossesse. Donc ça, pour qu'il y ait un effet contraceptif, il faut prendre des comprimés oraux, des hormones par voie orale. Et la progestérone en continu, sauf que je ne la prenais pas en continu. Et donc, le médecin m'a dit que ça n'avait pas d'impact, on va dire, sur une éventuelle grossesse ou pas. En gros, ça ne protégeait pas c'était pas contraceptif. Voilà, je cherchais le mot. Et toi, tu es à l'aise avec le fait de prendre ce traitement plus longtemps que les autres, sachant que parfois, on dit qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, au-delà d'un certain nombre d'années? Au début, j'avais peur. Donc, j'en ai régulièrement parlé au médecin. Et j'ai lu beaucoup de choses, beaucoup d'études, et j'en ai parlé au médecin, donc il m'a rassurée dans le sens où ce traitement, il doit être pris, idéalement, s'il n'y a pas de contre-indication d'ici là, jusqu'à l'âge normal de la ménopause. À 51 ans, là, on regarde, comme pour toute femme qui prend le traitement, s'il y a plus de bénéfices ou de risques à continuer de le prendre ou pas. C'est-à-dire, la question ne se pose pas jusqu'à la cinquantaine. À partir de l'âge normal de la ménopause, on pourra se poser la question, on le continue ou pas ? On le diminue ou pas ? Lynn, tu disais tout à l'heure que tu t'es retrouvée avec des symptômes de la ménopause en même temps que le postpartum. Donc, ça doit pas être facile tous les jours. Mais aujourd'hui, donc, tu as un petit garçon de 4 ans. Bon, j'imagine que tu es heureuse d'avoir pu mener à bien ton projet d'être maman. Oui, Ça te complique pas trop la vie, vu que tu es sous traitement, ça va, tu gères. Avec le traitement, il faut dire qu'on vit presque comme si on n'était pas... Enfin, ça efface d'une certaine manière les symptômes de la ménopause. Donc, on vit presque comme une femme de notre âge. Et puis, 4 ans, c'est le bel âge. J'ai envie de dire les 3 premières années, mais ça, c'est indépendamment d'une ménopause précoce. Les 3 premières années sont difficiles avec un enfant, une carrière professionnelle dense, etc. Et puis, là, oui, je suis heureuse donc, de cette vie-là. Et après, il reste des choses qui sont peut-être ou pas liées à une ménopause précoce, comme la fatigue extrême, les difficultés de sommeil. Mais bon. Et comment est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir, d'un vieillissement prématuré éventuel, etc. ou tu penses pas à ces choses-là? Non, je n'y pense plus. J'y ai pensé au début. C'est-à-dire que le jour où j'ai eu ce pré-diagnostic, on va dire, autour de 33 ans, je me suis dit, oulala, je ne pensais même plus au projet d'enfant. Je me dis, oulala, vieillissement prématuré, au secours. Et puis finalement, à force de me documenter, etc., je me suis dit, non, en fait, déjà, la ménopause, c'est pas la fin de tout. En plus, il y a des traitements. Et puis voilà. On se quitte sur cette note d'espoir. Merci beaucoup, Lynn, pour ton témoignage. Merci, professeur. Je recommande à nouveau votre livre, co-dirigé avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, Nouvelle fertilité, nouvelle famille, nouvelle humanité, où j'ajoute qu'il y a des chapitres passionnants, comme Nouveau couple, nouvelle sexualité, ou encore Choisir d'être mère quand on n'est pas en couple. Merci encore à toutes les deux. Merci à Paul Berthiaud et Marie Jaworski chez Binge Audio pour la réalisation de cet épisode, et à Juliette Livartowski pour la production. Prenez soin de vous.